Je revins à moi, seul et frigorifié, alors que les clés se balançaient encore sur le tableau de bord. Une fumée âcre emplissait l'habitacle. Les airbags s'étaient gonflés, mais c'étaient maintenant deux gros soldats, assoupis. Le pare-brise avait éclaté. Les fenêtres étaient couvertes de givre. J'avais l'impression d'être dans un igloo automobile. Je commençai par frotter la glace à la fenêtre et dus la gratter avec un ongle pour y voir quelque chose. Alentour, il n'y avait rien, hormis des amas de neige, et ma portière était bloquée. Me glissant sur le siège du conducteur, je réussis à ouvrir l'autre. L'alarme m'avertit par un sifflement affaibli que la clé était toujours enclenchée. « Jacob !» Rien, si ce n'est le bruit léger et amorti de la neige mouillée qui tombait. La voiture avait été arrêtée dans un tas de neige, devant un bouquet de bouleaux au tronc blanc et maigre qui poussait non loin du virage. Mais il n'y avait pas la trace de mon mari, bientôt ex-mari. Je cherchais les empreintes de pas qu'il aurait dû laisser de son côté du véhicule, mais il n'y en avait aucune. Je ramenais mes pieds à l'intérieur, refermais la portière, puis me palpais la tête. Pas de bosse ni de blessure. J'ajustais le rétroviseur. Peut-être mon visage était-il ensanglanté, peut-être une artère avait-elle été atteinte. Il me resta dans la main. Pas de sang, mais le miroir me révéla des rides que je n'avais pas remarquées. Grâce à une teinture de bonne qualité, mes cheveux avaient gardé leur belle auburn soutenue. Mes yeux étaient très marrons, vides et fatigués. Je ne m'étais pas maquillé, pas même un soupçon de rouge à lèvres. Avec un fichu sur la tête, j'aurais pu jouer un rôle dans un drame situé dans le monde des Amish. Je tournai la clé. Le moteur toussa, crachota, éternua, mais refusa de démarrer. Mon souffle se muait en vapeur blanche quand j'expirais, et mes mains étaient près de geler. Je rouvris la portière, criai le nom de mon mari. Rien ne me parvint qu'un écho, et le flop-flop de la neige à demi glacée qui tombait inexorablement. Je fouillai dans mon sac et en tirai mon portable. Je pourrais avertir les enfants de l'accident, puis téléphoner au secours. Mais il n'y avait pas de réseau. C'était ce qu'indiquait le petit écran bleuâtre. Jacob était parti à la recherche d'un endroit d'où il pourrait appeler les secours. Mais pourquoi s'était-il éloigné sans me prévenir? Mes dents claquaient maintenant, et chaque fois que j'enfonçais mes mains sous ma canadienne, elles me semblaient encore plus froides. L'épaisseur des nuages me cachait le soleil, mais il y avait encore assez de lumière pour que je puisse voir le paysage. À travers la neige dont la chute s'intensifiait, j'observais une succession de collines, de denses étendues boisées séparées par des pâturages recouverts d'une chape blanche de quelques dizaines de centimètres, probablement davantage par endroits. Partout, il semblait que la bise eût férocement soufflé. Je pris les clés et remontai à pied jusqu'au virage. Je regardais autour de moi vers le haut, puis vers le bas, à la recherche du camion. Sous la couche supérieure de neige, la route était une patinoire et je regrettais de ne pas porter de chaussures à crampons. Peut-être Jacob l'avait-il suivi, ce camion, pour venir en aide au chauffeur, qui, aucun doute, avait plongé dans quelques précipices. M'engageant dans le virage juste au-dessous du lieu de notre tête à queue, je m'attendis à voir des feux de détresse qui brilleraient dans le brouillard. Le contenu de la benne répandu sur la chaussée ou sur le flanc de la colline. Rien. Il n'y avait aucune trace de freinage, excepté les nôtres. Pas de grands trous béants dans la clôture barbelée,
pas de chauffeur mort. Jacob, criai-je à tue-tête. Ma voix éveilla des échos dans les collines détrempées. Il n'y avait rien de pire que d'entendre la voix de mon mari, hormis de ne pas l'entendre. L'écran de mon téléphone n'indiquait toujours aucun signal et la batterie était presque à plat. Le ciel s'assombrissait rapidement et le froid qui me raidissait les doigts et les orteils s'emparait progressivement de tout mon corps, toujours plus haut et plus profond. Les seules empreintes de pas qui conduisaient à la voiture étaient les miennes. Je les suivis pour rebrousser chemin. Nous avions fait un tour à 360 degrés, puis un autre à 180, qui nous avait catapultés contre le bouquet de bouleaux. À part les airbags gonflés et le pare-brise explosé, l'accident n'avait pas laissé beaucoup de traces, ni fait de gros dégâts. Mais ce n'était pas la voiture qui m'inquiétait à ce moment-là. À travers les arbres et la neige, je repérais soudain de la lumière, une faible clarté plus haut, à flanc de colline. S'il y avait là une maison, il devait y avoir une route. Mais quand je regardais mieux et distinguais la série de lacets, je me dis que l'itinéraire le plus rapide consistait certainement à traverser les pâturages et à gravir la pente à pied. C'était peut-être là-haut que Jacob était monté pour demander du secours. Mon sac en bandoulière, je me mis en marche. D'un pas régulier, spontanément, je m'arrêtai, posant la main sur le poteau d'une clôture, puis me glissai entre les fils de fer barbelés. Au bout de quelques pas, mon pied heurta quelque chose. Je tombai face contre terre et le contenu de mon sac s'éparpilla dans la neige. Mon visage, mes mains et mes jambes étaient maintenant mouillés et le froid de la bise me giflait et me mordait. Je retrouvai mon portefeuille, mon portable et mon trousseau de clés et décidai d'abandonner le reste. Je fermai ma canadienne aussi haut que je le pus et me remis en marche à travers une pâture. Il y avait de la neige dans mes chaussures et mes chevilles et mes mollets étaient ces nouvelles victimes. Que n'aurais-je donné pour une paire bien propre et bien sèche, des hautes chaussettes de marche de Jacob que je lui avais conseillé de porter. Quand je commençais d'escalader la colline, je cessais de voir la lumière. Des feuilles mortes et des branchages craqués et crissés sous la neige, une étrange pénombre m'enveloppait et je regrettais de ne pas avoir de lampe de poche. Pourquoi n'étais-je pas resté sur la route, sans les très nombreux petits arbres au tronc desquels je pouvais m'agripper pour me hisser un peu plus haut? J'aurais peut-être renoncé et redescendu la pente. Jacob! Un énorme corbeau se posa sur une branche morte au-dessus de moi et croassa avec grand bruit, comme s'il me mettait au défi de continuer. J'étais trop épuisé pour chercher un projectile à lui jeter à la tête. J'avais trop froid pour faire ne serait-ce qu'une boule de neige. L'oiseau croassa de nouveau, tandis que je saisissais un tronc de bouleau et gravissais 1 ou 2 mètres. Puis il déploya sans grâce ses ailes noires et vola au-dessus de la blancheur de la prairie, tantôt plus haut, tantôt plus bas, jusqu'à ce qu'il fondît en piqué sur une vieille souche. Ce fut alors que j'aperçus une voiture sur la route. Dans le virage, ses phares balayèrent le flanc de la colline, mais elle ne ralentit même pas, à l'endroit où la nôtre avait fait un tête-à-queue. Si j'étais resté en bas, j'aurais pu faire signe au chauffeur et serais maintenant au chaud, ou, qui sait, dans une voiture avec un tueur en série. Où est votre mari quand vous avez besoin de lui? Je n'ai jamais eu de penchant pour les gaillards silencieux, ni pour les machos qui jouent au guerrier le week-end, mais j'aurais bien aimé qu'un amateur
d'armes et de bière qui eût chassé les écureuils apparut juste à ce moment pour me soulever dans ses bras et me conduire à destination. La froide humidité me piquait le visage, de même que les hautes bruyères que j'écrasais en approchant du sommet de la colline abrupte. En essuyant quelque chose de mouillé sur mon visage égratigné, je sentis que mes yeux s'étaient emplis de larmes. Mon nez coulé, mes lèvres étaient insensibles et mes cheveux, trempés de neige, fondus, tombaient des arbres. Mes cuisses, qui n'ont jamais été la partie la plus inoubliable de mon anatomie, me brûlaient sous le coup de l'effort, mais elles aussi commençaient à geler. J'étais content de n'avoir pas de miroir à ma disposition, car si je m'étais vu à ce moment précis, il m'aurait ensuite fallu pas mal de séances chez un psy pour me défaire de cette image hideuse. Arrivé en haut de la colline, je vis à quelque distance la clarté revigorante qui venait de la maison. Les pieds glacés, je traversai une congère pour m'approcher de la chaude lumière jaune. J'avais le visage si raidi de froid que je craignais que ma peau ne se fendît si j'ouvrais la bouche pour appeler. Aussi me contentais-je de mettre un pied devant l'autre. Je me frayais un chemin dans la cour, aidé seulement par l'éclairage des fenêtres de derrière. Je me cognai le front contre une balançoire que je n'avais pas vue, puis dus contourner des tréteaux, mais finis par longer le côté de la maison et atteindre une allée déneigée et verglacée. Une lanterne à côté de l'allée me fournit assez de lumière pour que je découvre qu'une véranda entourait le bâtiment. Celui-ci était une grande bâtisse à un étage, avec une seule lampe allumée au premier. Derrière la baie vitrée du rez-de-chaussée, un sapin de Noël qui aurait pu figurer en couverture de maison et jardin scintillait. La porte d'entrée, composée de 6 grands pans de bois, était peinte d'un rouge profond. Elle était garnie d'un heurtoir en forme de bague de fiançailles. Du moins, c'est ce qu'il me sembla. Au-dessus était accrochée une magnifique couronne faite de branches de sapin et de gui. S'il n'avait fait si froid, je l'aurais admiré plus longtemps, mais je tendis une main réfrigérée vers le heurtoir. Ce fut à cet instant qu'un rideau, à une petite fenêtre percée à côté de la porte, s'écarta légèrement. Un tout petit chien pressa son museau contre la vitre et aboya. J'entendis des pas lourds sur un parquet. La porte s'ouvrit et un homme assez âgé se tint debout devant moi, me tendant la main pour que j'entre dans la chaleur de la maison. Grand, bien bâti, il ressemblait à un acteur à qui l'on attribue toujours les rôles de président de quelque chose ou de sergent de police, coléreux et sans cesse mécontent de ses hommes. Il tenait un châle afghan en laine épaisse et d'un geste rapide m'en entoura les épaules avant de le serrer autour de moi. « Vous êtes frigorifié, dit-il, refermant la porte et posant un genou en terre. Enlevons d'abord vos chaussures, puis vous vous mettrez près du feu. » Il me les ôta et fit glisser de mes pieds mes chaussettes trempées de neige. Je baissai les yeux sur sa calvitie, un haut parfait sur le sommet du crâne, entouré d'une couronne de cheveux gris. « Que fichiez-vous dans ce coin perdu ?»« Nous avons eu un accident, répondis-je en claquant des dents. Je ne trouve pas mon mari. A-t-il frappé chez vous ? Avec cette tempête de neige, nous n'avons eu aucun visiteur. Quel genre d'accident ? Il m'écouta avec attention tout en plaçant mes chaussures et mes chaussettes sur le tuyau de chauffage. Puis il se redressa avec effort et j'entendis craquer les articulations de ses genoux. Quand nous fûmes à nouveau face à face, il observa les égratignures sur mon visage. Je suppose qu'il est allé chercher du secours, ou au moins un endroit d'où il pourrait téléphoner, puisqu'en bas, il n'y a pas de réseau. Il doit s'inquiéter pour vous. S'il était inquiet pour moi, pourquoi m'avoir abandonné ?
Sur le parquet bien astiqué, de l'eau tombait de mes cheveux. Je restais sur le paillasson pour ne pas dégoûter dans l'entrée. Le visage de l'homme me sembla bienveillant et chaleureux. Ne vous faites pas de soucis pour la neige. Après tout, ce n'est que de l'eau. Entrez et installez-vous à côté de la cheminée. Nous allons vous réchauffer et vous vous sentirez beaucoup mieux. Comme je dérapais un peu sur le sol que j'avais mouillé, il me prit par le bras pour me guider jusqu'au salon. Il avançait en claudiquant légèrement. Quand nous atteignîmes un fauteuil en cuir brun, presque trop rembourré, il le tourna vers la cheminée, où 3 énormes bûches brûlaient et craquetaient. Leur vue et leur odeur firent que je me sentis aussitôt la bienvenue. Et ce sentiment m'enveloppa aussi chaudement que le châle afghan. Le vieil homme me fit asseoir, approcha un tabouret et prit un plaid sur un sofa, dont il m'entoura consciencieusement les pieds et les jambes. Je reviens tout de suite avec quelque chose pour vous réchauffer à l'intérieur. Il sortit et le petit chien réapparut. C'était un minuscule Yorkshire terrier qui d'abord renifla mes chaussures et mes chaussettes, puis trotta jusqu'à mon fauteuil, les oreilles dressées, les yeux cherchant mon visage, comme s'il comprenait ma souffrance. « Bonjour, mon mignon !» dis-je en tendant la main vers lui. L'animal commença par se montrer réticent et recula quelques pas. Il se lécha le museau et bâilla, puis se décida à avancer lentement vers ma main tendue, qu'il renifla aussi, avant de s'asseoir près de moi, la tête levée, scrutant mon âme, scrutant toute la douleur et le froid stratifié en moi. Quelque chose dans le regard de ce chien me fit monter les larmes aux yeux, sans que je comprenne pourquoi. Les chiens, disait Jacob, causaient trop de tracas. Ils faisaient trop de saleté. Ils ne pouvaient souffrir de voir quelques poils sur un meuble ou des traces de griffures par terre ou sur les portes. Je vois que vous avez fait la connaissance de Regret, dit l'homme en revenant avec une grande serviette éponge. Étonné de ce nom étrange, je me frictionnais les cheveux, puis gardais la serviette sur mes épaules au cas où des gouttelettes tomberaient de ma tête. Mon hôte avait aussi apporté une paire de grosses chaussettes de laine que je me hâtais d'enfiler. « C'est un chien vraiment magnifique, lui dis-je avec admiration. Quelle belle couleur, quel pelage brillant. Sans compter qu'il a l'air d'avoir un caractère très doux. » Il donna quelques tapes sur le plaid autour de mes jambes et Regret sauta sur mes genoux, où il se retourna, ventre en l'air, en remuant son petit bout de queue et en se cambrant pour s'enfoncer entre mes cuisses, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Je ris de sentir sur moi ce petit être si pur et si innocent. Il me lécha les mains, puis se roula en boule et tourna sa tête vers le feu, visiblement tout content. « Ça ne vous ennuie pas si je me sers de votre téléphone pour prévenir mes enfants ?» demandai-je. Il me décocha un regard affligé et prit le combiné d'un sans-fil sur une table basse, appuya sur une touche, écouta un instant et reposa l'appareil. Le téléphone est en panne depuis le début de l'après-midi, probablement à cause du givre sur les lignes. Et avec les portables, la réception n'est pas bien meilleure que sur la route. Et votre ordinateur, je pourrais envoyer... Il me coupa d'un petit rire. Désolé, chère madame, ça non plus. Nous n'y avons pas accès. Une coupe dans notre budget décidée il y a très longtemps. Je vais partir tout de suite à la recherche de votre mari. Il s'appelle Jacob et moi, Marley. Jacob et Marley Ebenezer. Merci 1000 fois de m'avoir ouvert votre porte. Une bouilloire siffla dans la cuisine. Je reviens tout de suite. Caressant la fourrure de Regret, je regardais autour de moi. Outre le fauteuil en cuir, 2 sofas et une causeuse se trouvaient à proximité de la vaste cheminée. Sur mon manteau était placée une couronne de Noël, toute simple,
et à côté une boule à neige avec une croix à l'intérieur. La cheminée était flanquée de rayonnages bourrés de livres. Je fus d'abord tenté de me lever pour examiner quelques-uns de ces centaines de volumes, mais je me sentais trop bien dans la chaleur du feu, du châle afghan et du plaid, avec regret sur mes genoux. Il y avait aussi des photos de couples souriant, debout, posant face à l'objectif. La plupart avaient été prises devant la cheminée ou près d'une tonnelle qui devait se trouver dans le jardin. Sur la table basse était posée une bougie, une Bible, et au-dessous un livre à la couverture pourpre. Dans le foyer, les outils habituels, un tisonnier, une pelle, des chenets et un balai. Juste à côté, un poêlon qui semblait d'or, muni d'un long manche, et à l'intérieur, deux poêlons plus petits, aux manches tout aussi longs. Ils paraissaient n'avoir jamais été utilisés. Une bûche craqua bruyamment et Regret leva la tête, inquiet avant de la reposer entre ses pattes. Le pare-feu empêchait les étincelles de s'envoler. Un immense porte-manteau à l'entrée faisait grande impression. Et la pièce avait quelque chose d'étrange que je ne pouvais identifier. Je fus frappé par ce qu'il y manquait, un téléviseur. J'ai une potée de haricots pimentés sur le fourneau, annonça l'homme en revenant. Ce sera prêt dans quelques minutes. Mais d'abord, ceci devrait vous ragaillardir. D'une main qui tremblait un peu, il me tendit une grande tasse avec sa soucoupe. Sur l'étiquette qui pendait, je reconnus les couleurs familières de mon thé préféré. C'est du ginger lemon avec une pointe de miel. Tout ce que je préfère. Merci. Le thé diffusa sa chaleur dans tout mon corps. Regret renifla la soucoupe quand je la posai sur le bras du fauteuil. « Qu'est-ce que c'est que ces poêlons ?» demandai-je. Il garda le silence quelques instants, cherchant ses mots. « Un héritage familial, dit-il enfin. Je vous en parlerai en revenant. Prenez tout le temps de vous réchauffer. Je vous apporterai votre potée quand j'aurai trouvé votre mari. C'est très gentil de votre part. Merci encore. » Il me sourit, enfila un gros manteau, se coiffa d'un chapeau et disparut dans le garage. L'odeur du thé fit remonter des souvenirs à la surface, de ceux dont j'aurais préféré qu'ils restent ensevelis. Des algarates avec Jacob. De ma part, des éclats de voix et de la sienne, de longs silences. Les silences d'un homme résigné à ce qui n'avait plus rien à voir avec de l'amour. Je détestais que le thé fît surgir ces associations, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Dans ma tête se bousculaient les hypothèses. Qu'avait-il pu se passer sur la route? Il n'était pas exclu que Jacob fût parti tout seul, chercher du secours. Et si un conducteur n'avait pas prêté attention à cet homme qui marchait dans la neige? Si quelqu'un l'avait percuté